Alors, nous poursuivons sur une table ronde qui a été intitulée La conduite au changement d'usage et bonnes pratiques. Et nous avons surtout la chance d'avoir parmi nous pour cette table ronde Pierre Descrocs, responsable de la collaboration sociale et du partage de la connaissance chez Worldline Group, donc au niveau international. Ça veut dire, il le dira lui-même, mais je le dis parce que moi c'est ce qui m'a... Je suis particulièrement retenu, c'est que c'est le déploiement des outils, collaboratifs au niveau d'un groupe mondial. Et Grégory Carlin, que nous connaissons déjà à l'Université de Lille 3, puisqu'il enseigne chez nous, qui est consultant ECM, Enterprise Content Management, chez INEAD Conseil à Lille, et qui va partager donc cette table ronde avec Pierre Descrocs. Nous allons vous donner la parole chacun successivement, et puis nous commencerons ensuite notre interrogation sans fin de nos deux intervenants pour les critères de questions. On vous écoute. Donc bonjour à tous. Donc déjà je vais commencer par décrire un petit peu mon poste pour que vous compreniez un petit peu mes missions de tous les jours. Donc j'ai principalement deux casquettes en fait. J'ai une casquette orientée conseil, c'est-à-dire avant que les projets ne se fassent. Donc là je vais parler des projets qui sont de type collaboration et réseaux sociaux d'entreprise. Et l'autre casquette qui est une casquette plus de mise en œuvre. Donc c'est bien de conseiller les solutions, mais c'est aussi bien de les mettre en place et de les suivre. Donc déjà tout d'abord, vous rappelez, donc, comme ça a été présenté, donc je chapeaute la partie ECM d'INEAD. Donc là, pour remettre en situation, tout ce qui est ECM, c'est tout ce qui concerne le cycle de vie des contenus non structurés. Donc c'est les problématiques de dématérialisation, de gestion documentaire, donc, qui est le cadre de mon intervention dans le master, de portail, d'archivage, et donc aussi ça chapeaute aussi cette partie de RSE, portée collaborative. Donc sur cette phase de conseil, en fait, elle est très importante quand on parle de mettre en place un RSE. En général, on y va rarement d'entrée de jeu sans avoir réfléchi. Et notre retour d'expérience, c'est que ces phases conseil sont primordiales pour pouvoir garantir finalement et optimiser en fait le succès des RSE. Donc comment en fait se passe une phase conseil classique, standard? Donc elle se découpe en plusieurs petites phases. Donc une phase qu'on appelle l'audit. Donc c'est, comme on vous l'a présenté ce matin avec la personne de Liwi, c'est déjà de faire un état des lieux sur les usages et pouvoir voir en fait quels sont les usages qui sont importants, identifier et ressortir en fait des dimensions qui sont plus ou moins importantes. Donc quand on parle de réseaux sociaux d'entreprise, donc peut-être que ça on n'a pas accentué encore aujourd'hui. Donc on a beaucoup parlé d'échanges, de capitalisation. Pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a la partie humaine, donc c'est-à-dire un RSE, c'est surtout connu finalement pour pouvoir en fait centrer de l'information sur un collaborateur. Donc un RSE, ça permet de savoir qui en est, de pouvoir par exemple plus facilement retrouver une personne qui a une expertise donnée. Si je cherche quelqu'un qui sache faire de la construction sur l'amiante, eh ben, je peux la retrouver facilement. Voilà. C'est une des premières dimensions. Il y a une autre dimension qui est la partie plus gestion de projet, donc ça c'est ce qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui finalement. Et des parties après qui sont un peu attachées à tout ça, qui sont la gestion des communautés, donc des communautés de pratique en général, donc on se regroupe par un centre d'intérêt, et aussi des gestions de projets plus classiques. Donc ça permet déjà en fait de pouvoir un peu avoir la tendance de qu'est-ce que j'attends de mon RSE. Donc sur plusieurs phases conseils qu'on a effectuées, des fois la balance penchait très clairement sur un côté très centré sur l'utilisateur, et d'autres où en fait finalement on parlait beaucoup plus de mettre en place des espaces collaboratifs qu'autre chose. Donc suite à ça en fait on peut déterminer, il y a deux études qu'on mène en général, qui est une étude d'opportunité. Donc l'étude d'opportunité c'est de savoir est-ce qu'il est opportun d'aller sur un RSE, donc, mais c'est aussi est-ce qu'il est quel est le retour aussi sur non-investissement d'aller sur un RSE. C'est pas forcément, on peut passer peut-être beaucoup de temps à faire un RSE pour un gain qui est assez faible. Et donc c'est à ça que ça sert de faire cette étude. Ensuite, on a des études qu'on appelle les études de solutions. Donc
on l'a peut-être pas non plus assez évoqué, mais je pense que vu les échanges qu'on a eus ce matin qui étaient assez animés, toutes les solutions type RSE ne se valent pas. On va dire que le spectre fonctionnel global est à peu près respecté, mais il y a vraiment en fait, des différences fonctionnelles entre chacune des solutions. Et le fait d'avoir fait un audit et de savoir un petit peu d'où on part et ce qu'on a envie de faire, nous permet d'orienter en fait, les personnes plus ou moins vers une solution donnée. Donc cette étude de choix, en fait, donc on le fait forcément auprès des utilisateurs par rapport aux usages, mais aussi en fait avec l'IT, donc la partie informatique. Et donc je rappelle aussi un point important qu'on a évoqué ce matin, c'est bien le métier qui doit choisir le RSE, et par rapport à votre usage. C'est pas l'IT, ça ne marchera jamais. L'IT, en fait, son objectif, c'est de donner des contraintes techniques. Donc si par exemple, vous avez le meilleur outil du monde, mais que l'IT vous dit bah, votre solution est dans le SAS, et nous c'est impossible d'aller sur le SAS, vous ne pouvez pas partir sur cette solution. Donc vous devez faire des compromis avec l'IT et pouvoir les faire évoluer. Mais c'est bien en fait le métier et les personnes qui doivent pouvoir vous dire bon, c'est cette solution qui nous manque. Donc suite à ça, nous on effectue après ce qu'on appelle des POC ou des prototypes, on essaie de choisir des solutions. Donc ça c'est la dernière fois qu'on a effectué cette action, on a mis en place les deux RSE, on va dire, candidats. Et donc on a été avec des utilisateurs clés pour pouvoir leur montrer la solution et on a découlé en fait des scénarios d'usage qui étaient à forte valeur ajoutée pour eux. Ils disent bon, bah, sans ça on peut pas ne pas prendre cette solution. Donc par exemple tout ce qui était recherche d'une information, c'était quelque chose qui était capital pour eux parce que finalement c'était un groupe qui était réparti géographiquement et ils n'arrivaient pas à retrouver la solution. Et eux ce qu'ils voulaient c'était je mets un mot dans le moteur de recherche, et ben, je suis capable de retrouver une personne, une compétence, un document, et c'était ça qui était important. Et ça permet de pouvoir partir sur une solution, et suite à ça, après on fait ce qu'on appelle un plan à 3 ans, c'est-à-dire qu'on se dit, bon bah voilà, on décline en fait le projet RSE en plusieurs sous-chantiers, et après on le met en mélodie sur plusieurs années, avec des étapes, avec des chantiers. Donc ça c'est la partie de phase conseil. Et ensuite, il y a la partie de mise en place. Donc là, je vais rebondir un petit peu sur ce qu'on attend finalement de mon intervention sur mettre en place un RSE et l'accompagnement au changement, comment tout ça se mêle l'un à l'autre. Donc comme on l'a évoqué ce matin, un projet de mise en place d'un RSE, c'est autant un projet informatique qu'un projet humain. Voilà, vous ne pouvez pas dissocier en fait ces deux notions. C'est pas comme un ERP ou comme une solution très orientée métier où vous pouvez la mettre en place, faire une formation utilisateur et ça roule. Là, ça ne marchera pas comme ça. Vous pouvez mettre le meilleur RSE du monde qui réponde à votre besoin. S'il n'y a personne derrière pour pouvoir l'animer, pouvoir contribuer, vous n'avez rien du tout. Parce que la richesse d'un RSE, c'est bien en fait les utilisateurs qui la font, c'est pas une personne donnée. Donc pour pouvoir en fait mieux accompagner en fait la mise en place de ces solutions, donc des choses très pratiques, comment ça peut se passer. Donc une chose qui est très importante en fait, c'est d'identifier les leaders au sein de votre entreprise ou de votre société pour pouvoir mettre en place cette solution. Il y a forcément, on a parlé de viralité, il y a forcément des personnes qui sont ouvertes et qui ont envie que les choses bougent et qui souhaitent le changement, et c'est ces personnes-là qu'il faut tout de suite identifier avant toute chose et pouvoir les mêler d'entrée de jeu dans le projet. Donc par exemple, nous quand je parlais de la phase conseil, donc avant de faire le projet, ces personnes-là sont déjà directement sollicitées. Voilà, parce qu'on sait que c'est elles qui vont donner le tempo par la suite. Donc ça, comment ça se passe pour pouvoir garantir le succès d'un RSE? Donc il y a un intervenant ce matin qui a dit on met en place une équipe projet et ça vaut, grosso modo. Sauf que déterminer une équipe projet, c'est vraiment pas si simple. C'est une équipe projet, donc évidemment il y a des personnes qui mettent en place le projet et il y a les personnes en fait qui permettent de construire ce RSE. Donc c'est-à-dire il va y avoir différents rôles au sein de votre société. Il y a des personnes qui vont évangéliser grosso modo toute la partie RSE, mais il y a aussi des personnes, donc on a parlé du community manager, et des personnes qui sont censées faire vivre en fait ces espaces. Sans eux en fait on aura du mal à faire vivre ces espaces et faire en sorte que l'information circule. Pour vous donner un retour d'expérience au sein de notre société, on utilise des RSE et on voit en fait que le succès d'une communauté ou d'un site particulier, elle se mesure énormément en fait à la personne qui l'anime. Si vous avez une personne derrière qui pousse les utilisateurs, on ne passe plus par le mail, on va vraiment échanger,
dire le croisement couleur, dire est-ce que tu as vu la dernière post que j'ai montré, il y a une nouvelle version de notre nouveau logiciel qui sort, tu devras regarder et tu devrais réagir. C'est ce genre de personnes-là qui permet de faire avancer les choses. Parce qu'en général, il y a aussi, et ça c'est la réalité, il y a des RSE où on peut mettre, la solution existe, peut-être que le centre d'intérêt est là, mais les personnes ne contribuent pas. Et c'est beaucoup d'accompagnement au changement, parce que des personnes n'osent pas écrire parce que se disent bon, je vais peut-être dire une bêtise, peut-être que c'est pas au bon endroit, ou alors tout simplement je ne sais pas y accéder, je ne sais pas ce que c'est. Donc c'est très important cette dimension-là, et des fois ça passe même par des ateliers, on va dire vraiment de sensibilisation de ce que c'est le RSE, de vraiment un peu de dédramatiser un petit peu les choses. Donc on parle dans des sociétés avec des personnes qui peuvent être très jeunes et qui adaptent très facilement en fait, ce process. Mais il y a des personnes qui sont là depuis des dizaines d'années et pour qui le RSE c'est vraiment quelque chose d'inconnu, c'est quelque chose qui peut faire peur. Donc je me rappelle d'une fois où j'étais obligé de représenter ce que c'était le RSE, mais vraiment presque d'une manière enfantine en disant bah, vous voyez, un RSE c'est déjà une maison, c'est chez vous, vous êtes capable de trouver toutes les informations, mais aussi un RSE, ce qui est important, c'est pas qu'une maison, c'est un village, c'est des personnes qui parlent entre eux, et donc mettre des mots, et surtout ce qui était très important pour elles, c'est mettre en pratique. Voilà, dire bah, on m'a dit le RSE c'est comme Facebook, ça m'intéresse pas, c'est pas professionnel. Je dis oui, mais il faut contextualiser les choses et réexpliquer les usages. Mettre un like sur un commentaire, c'est pas mettre un like comme Facebook. C'est un like, ça peut dire plein de choses. Ça peut dire, comme j'utilise moi personnellement, pour dire, bon, bah, je valorise l'information, je la valorise en disant elle est intéressante, ce qui fait qu'en termes de recherche, si jamais quelqu'un recherche une information, bah, mon information va remonter en tête de liste. Et ça c'est important, et ça les gens comprennent ce que ça veut dire. Le like, ça peut dire aussi tout simplement j'ai vu l'information. Il y en a qui l'utilisent de cette manière-là. Donc voilà grosso modo en fait sur les items principaux. Je voulais rebondir aussi sur deux ou trois choses que j'ai entendues tout à l'heure et maintenant que j'ai la parole et que j'ai le micro, je vais pouvoir rebondir dessus. En ce qui concerne les solutions cloud, donc par exemple par rapport à Office 365, j'ai entendu, et je l'ai noté, Office 365 c'est léger et c'est ouvert sur l'extérieur. Alors le cloud, c'est pas quelque chose qui est magique. Le cloud, c'est simplement une solution qui est hébergée, pas chez vous, qui est hébergée chez quelqu'un d'autre, mais fondamentalement le produit reste le même. Tout ça vous affranchit, c'est des contraintes techniques. Vous dire, bon, bah, vu qu'il n'est pas chez moi, bah, j'ai pas besoin d'installer, et après, en termes de mise à disposition, c'est beaucoup plus simple. Après, que ça soit en cloud ou que ce soit chez vous, la problématique restera principalement la même. Donc ça, et surtout par rapport aux accès sur l'extérieur, ça c'est une tendance qui est très forte aujourd'hui. C'est que comme il y en avait un petit schéma tout à l'heure qui était très intéressant, on voyait une grosse baleine, on disait ça c'était les grosses sociétés. Et ben, le modèle maintenant il a complètement changé, c'est plus les grosses baleines, c'est plein de petits poissons qui vont manger la grosse baleine. Donc c'est-à-dire qu'on travaille tous ensemble. Donc c'est très important en fait de pouvoir s'interconnecter les uns avec les autres. Et une dimension qui apparaît pratiquement tout le temps quand je parle de RSE, c'est de dire on travaille avec des collaborateurs externes, et ces collaborateurs externes, c'est eux qui vont m'aider à faire monter mon business. Et c'est des axes qui sont très forts pour les sociétés, que ce soit pour les petites ou les plus grosses. Ensuite, j'avais noté deux, trois petites choses sur les enjeux qui étaient très importants. Donc, premier enjeu, donc pour les grandes tendances que je peux voir à l'heure actuelle, la convergence vers un outil qu'on a plutôt unifié, c'est très rare finalement, et ça après ça peut être un débat d'outils. On peut avoir des outils qui sont très orientés social, on peut avoir des outils qui sont très orientés projet. Et ce que je vois au quotidien, c'est que nécessairement tout doit marcher ensemble. C'est très rare en fait d'avoir des outils et en général ça ne marche pas, d'avoir un outil qui fait juste du flux d'activité, un autre qui fait de la gestion de projet, un autre qui fait du documentaire, parce qu'on a déjà arrivé dans des sociétés où il y avait trois outils différents pour faire ce genre de choses. Moi, mon référentiel documentaire, c'est sur Alfresco, mon flux d'activité, ma communauté, elle est sur Yammer, c'est pas gérable. Et en fait, la grosse tendance est de pouvoir s'orienter vers des outils qui arrivent un peu à tout faire. Le travail en collaboration, ça j'en ai déjà parlé. Et un point important, enfin je finirai par ce point-là, c'est des fortes demandes en fait, d'intégration au poste de travail aux différents outils. Donc l'intégration au poste de travail, donc, ce qu'on voit assez souvent,
Donc le RSE, c'est bien. C'est une plateforme en général web sur laquelle on travaille et on va pouvoir poster, faire plein de choses, mais n'empêche qu'il y a toujours des personnes qui vont pas forcément aller sur le RSE pour travailler. Et ils ont surtout besoin en fait, d'avoir l'intégration qui soit assez forte entre les outils de type RSE et des outils de travail de tous les jours. Par exemple, des choses qui sont maintenant qui deviennent presque basiques, c'est que je veux synchroniser mon agenda Outlook directement dans le RSE, comme ça quand je crée un espace de travail avec un calendrier, bah, hop, je peux le récupérer sur mon Outlook. Je peux synchroniser des contacts, je peux faire pas mal de choses comme ça. L'intégration qui vient tout de suite, qui est maintenant presque vitale, c'est l'intégration avec Office. Donc ça, avec des plateformes Office 365, c'est un gros gain. Et après, sur le device, maintenant, c'est presque naturel de pouvoir accéder à une plateforme, que ce soit sur un desktop, que ce soit en situation de mobilité ou en tablette. Par exemple, nous, on a des communautés, on utilise le RSE pour tout ce qui est communauté, par exemple la communauté type ECM. Moi, le soir, je suis chez moi ou je suis dans le train, dans les transports quand je reviens de Paris. Je peux regarder mes actus et je peux poster directement sur Yammer pour que les gens consultent l'information. Donc ça, c'est des choses qui sont, des tendances qui sont assez fortes. Maintenant, je vais laisser la parole. J'ai beaucoup parlé. Donc Pierre Decroix, responsable de collaboration sociale et partage de la connaissance chez Worldline. Alors Worldline n'est pas très connu, je vais la présenter brièvement. C'est une société de services informatiques qui offre des services plutôt aux grandes entreprises, principalement dans le domaine des paiements électroniques. Alors j'aurais pu apporter comme mes collègues des petites vidéos pour vous montrer tout ça, mais en fait vous la trouverez. Il y a une vidéo qui est assez représentative qui dit qui est un petit film qui présente la journée typique d'un collaborateur et d'un consommateur, plus exactement. Et on se rend compte dans la vidéo que, en fonction de ce qu'il fait dans la journée, il passe une dizaine de fois dans la journée sur les ordinateurs de Worldline pour faire différentes choses, que sont des paiements, réservation de taxi, vote à des émissions de télé-réalité, des choses comme ça. Donc ça vous donnera une palette à peu près de ce qu'on sait faire. C'est 7300 collaborateurs sur 17 pays dans le monde, principalement en Europe. Et on est une filiale du groupe Atos, qui est une SS2I classique que vous connaissez peut-être, dont le PDG est l'ancien PDG d'Orange, Thierry Breton. Voilà, qui a 100 000 collaborateurs et on s'inscrit complètement dans les stratégies sociales et collaboratives du groupe Atos. Voilà. En fait, plusieurs choses que je souhaitais souligner et qui ont peut-être déjà été évoquées dans la journée. L'entité à laquelle j'appartiens n'est pas rattachée à la DRH, mais elle est rattachée à une entité qui s'appelle Transformation de la société. Et donc, c'est une initiative, les initiatives sociales et collaboratives font partie de la transformation de l'état d'esprit et des comportements des collaborateurs qu'on souhaite voir se réaliser, et donc qui, comme ça l'a été dit, prend un certain temps. Et ces transformations sont de travailler dans un mode plus ouvert, plus partage, et de manière plus transparente. Et donc là, il y a un travail de fond assez gigantesque pour convaincre les collaborateurs. On parlait de séduction dans les exposés précédents, du bien fondé. Et comme les entreprises qui sont intervenues avant, c'est vital pour nous également de réaliser cette transformation. On a également besoin de répondre plus vite aux appels d'offres et donc d'améliorer nos temps de fourniture des propositions clients par rapport à la concurrence. On a également du personnel qui se renouvelle et des départs et des arrivées, donc on a des besoins de transmettre la connaissance de l'entreprise de plus en plus facilement et de plus en plus rapidement. Notre paysage d'outillage est composé pas seulement du réseau social d'entreprise, le réseau social d'entreprise qui chez nous est fondé sur BlueKiwi Software, qui pour la petite histoire est maintenant une filiale d'Atos. C'est une solution de pure player de réseau social d'entreprise. Et donc dans ce réseau social, le principe de base c'est la communauté d'intérêt, c'est-à-dire qu'un groupe de personnes va se rassembler dans une sorte de groupe Facebook, on va dire, qui discute d'un sujet qui les rassemble. Donc une composante uniquement de notre paysage social collaboratif, on a l'habitude de faire un clin d'œil quand même à nos utilisateurs pour leur dire que le premier outil collaboratif de l'entreprise c'est leur pied et leur bouche. Parce qu'il n'est pas question de déshumaniser la relation dans l'entreprise et que tous les outils électroniques sont très utiles, etc. Mais
quand on en arrive à s'envoyer des emails ou des posts à travers le couloir, c'est un petit peu dommage. Et donc notre outil qu'on met en exergue le plus fort, je dirais en premier, c'est quand on est sur le même site, bien entendu, et qu'on peut se rencontrer, d'utiliser d'abord cet outil-là pour échanger. Bon, ensuite, on arrive plus à des techniques de messagerie instantanée. Donc là, on a une solution basée sur l'offre Skype for Business de chez Microsoft, qui permet tout le présentiel, la messagerie instantanée, la vidéoconférence, l'audioconférence, le partage d'écran. Donc le réseau social d'entreprise. La messagerie d'entreprise est toujours là pour la gestion de l'agenda et du calendrier. Et puis la communication pour l'instant avec l'extérieur, puisqu'on a des expérimentations en cours de communautés où des clients échangent avec des collaborateurs, mais ça n'est pas encore déployé de manière large. Donc la messagerie reste un outil, même si on a essayé d'encadrer l'utilisation. Et puis le dernier outil qu'on utilise, c'est un outil de gestion de contenu d'entreprise et de knowledge management, comme il fait bien de dire. Et c'est SharePoint qui est l'outil utilisé. Alors comme Grégory l'a bien mentionné avant, une des caractéristiques importantes pour l'adoption de ces outils, c'est leur intégration. Et donc le fait qu'ils communiquent ensemble. Et pour cela, on est en train de déployer tout un tas de plugins et de connecteurs qui permettent d'une plateforme à l'autre d'interagir. Donc par exemple, dans une communauté Blue Kiwi, voir une bibliothèque de documents SharePoint et interagir directement dessus. Depuis Outlook, voir les notifications du réseau social, poster un mail en tant que publication, voir les événements du réseau social sous forme de calendrier, etc. Et ça, effectivement, c'est relativement clé pour l'adoption dans l'entreprise. Les techniques collaboratives sont arrivées chez Atos, là je vais remonter au niveau groupe, par un constat qui a été remonté par plusieurs groupes de travail dans le cadre de l'initiative qu'on appelle Bien-être au travail. Et donc il y a le groupe de talents juniors qui est un groupe qui permet à certaines entités de mettre en avant les futurs talents juniors qui sont dans la société, donc de travailler ensemble. Plus le groupe de la communauté scientifique, ont tous les deux remonté vers 2010 que l'email devenait un problème dans l'entreprise et que ça pouvait même être une cause de souffrance au travail. Et donc il a été décidé de réagir face à cela. Et donc vous avez peut-être tous en tête la déclaration de Thierry Breton, le PDG d'Atos en février 2011, qui a dit d'ici 3 ans, Atos sera une entreprise zéro email. Et donc on a fait un certain progrès. Bon, bien entendu, c'était un marketing fort pour donner une vision. Alors justement, puisqu'on parle de pratique du changement, qui est le thème de la table ronde, l'un des éléments clés pour faire adopter un changement, c'est d'avoir une vision claire et une vision simple et qui permette de faire adhérer relativement facilement les collaborateurs, en tout cas les gens qu'on souhaite faire changer à ce changement. Je reviendrai peut-être plus tard sur les autres caractéristiques d'un programme de changement. Et donc on a commencé à travailler sans réseau social d'entreprise sur l'étiquette d'email. Est-ce qu'il fallait systématiquement faire reply à tous? Est-ce qu'il fallait changer le sujet du mail pour qu'il corresponde à ce pourquoi on discutait vraiment dans le mail, par exemple, des choses comme ça, de base, et qu'il faut encore aujourd'hui, sur lesquelles il faut encore insister auprès des collaborateurs. Et on a monté, pour conduire ce changement, ça a été évoqué aussi plusieurs fois, un réseau d'ambassadeurs, qui sont des gens qui ont adopté naturellement le changement et qui se sont portés volontaires pour, en quelque sorte, évangéliser dans les unités et diffuser l'information et le changement. On a aussi mené une initiative relativement ambitieuse de formation de tous les managers, formation d'une journée complète, rien que sur ce sujet, sur un programme qui a été monté avec la DRH qui s'appelait Leading in the Zero Email Company. Donc la journée était typiquement axée avec une vingtaine de managers chaque fois dans chaque session sur, il y a du changement qui se passe, il y a les techniques collaboratives, il y a des mal-être éventuellement de collaborateurs qui sont exprimés, comment on se positionne et comment on réagit en tant que manager là-dessus. Il est évident qu'une des caractéristiques de l'adoption du changement, c'est l'exemplarité du manager, de la hiérarchie.
Si vous êtes dans une équipe où le manager dit vous allez tous utiliser le réseau social, mais moi je ne le fais pas, vous imaginez l'effet sur l'adoption du réseau social. En tout cas, en général, il ne dit pas qu'il ne le fait pas, mais ça se voit assez rapidement. Et donc, l'exemplarité de la hiérarchie et le sponsorship de la direction générale, comme ça a été évoqué pour Orange, sont capitaux dans la réussite d'un projet de changement d'entreprise. Et donc, un peu après, vers 2012, nous avons fait également des expérimentations de réseaux sociaux d'entreprise. Nous avons finalement choisi d'installer Blue Kiwi Software, même on a acquis la société. Voilà, et depuis nous utilisons ce réseau social. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui Blue Kiwi, c'est une plateforme avec 100 000 collaborateurs qui ont quasiment tous créé leur profil, ce qui ne veut pas dire qu'ils utilisent tous régulièrement le réseau social d'entreprise. L'adoption est également sur la base du volontariat, et donc on mène également un travail de séduction et d'accompagnement vers l'adoption de cet outil. Et aujourd'hui, on a 40% des utilisateurs qui sont des actifs hebdomadaires sur nos plateformes. Là, je parle plus du périmètre Worldline parce qu'il y a des périmètres plus ou moins au niveau international qui ont des chiffres différents. Donc, utilisateurs actifs, c'est plutôt les consommateurs. Quand on en arrive à vraiment qui sont les producteurs d'informations, on tombe tout de suite à 10% de collaborateurs qui publient au moins une fois par semaine ou qui réagissent dans une publication une fois par semaine sur nos plateformes. Donc vous imaginez l'effort. Je voyais des objectifs d'atteindre 50% d'utilisateurs actifs, c'est assez ambitieux, il faut le reconnaître aujourd'hui dans nos entreprises. Ça peut faire écho à ce que disait Madame ce matin qui concernait le fait qu'on se posait des questions sur est-ce que les réseaux sociaux d'entreprise sont vraiment la panacée et l'outil pour tous les collaborateurs dans l'entreprise. Je pense qu'on aura les réponses au fur et à mesure. On est en train d'écrire l'histoire à ce sujet-là. Et donc l'adoption totale, je pense, est encore assez loin. Voilà. Bon, je vais finir par dire, en évoquant d'autres palettes et d'autres facettes d'un programme de changement de comportement, qui est encore une fois ce qu'on essaye de faire en réalité. Il faut qu'il y ait des avantages pour les collaborateurs s'ils adoptent le changement. Si vous essayez d'introduire un changement et qu'il n'y a que des contraintes pour les utilisateurs, vous aurez beaucoup plus de mal, voire vous ne pourrez pas faire adopter votre changement. Donc j'avais cité la vision, j'avais cité le sponsorship de la direction, l'exemplarité du management, et puis il y a le fameux WIIFM, What's in for me. Il faut qu'il y ait des bénéfices pour les utilisateurs. Alors les bénéfices ont été cités plusieurs fois aujourd'hui, et bien entendu nous expérimentons les mêmes, le fait de trouver une réponse rapidement à une question, le fait de trouver un expert sur un sujet beaucoup plus facilement qu'auparavant, le fait d'accéder à l'information en mobilité, le fait que ce soit bien intégré dans les outils, le fait qu'en fait les gens gagnent du temps ou du confort parce qu'ils ont éventuellement moins d'emails, tout ça c'est des objectifs, des avantages qu'il faut mettre en avant pour montrer les bénéfices de l'adoption d'un changement. Après, maintenant, soit si Grégory veut réintervenir ou s'il y a des questions, nous vous écoutons. Alors, je vais répondre à une question qui a été posée à l'intervenant précédent, qui concernait le multilangue. Et puis je ferai une précision aussi par rapport au fonctionnement d'Orange sur comment on ouvre une communauté chez Atos. Alors en fait, je vais même commencer par ça. Chez nous, l'ouverture de communauté est modérée, mais n'importe qui peut bien entendu faire une demande de communauté. Simplement, on va veiller au moment où on va créer la communauté à ce qu'il y ait un certain nombre de caractéristiques qui soient bien remplies de manière à ce qu'il y ait du succès sur la communauté. Typiquement, on va s'attacher à la description de communauté de manière à ce qu'elle soit bien précise et qu'elle indique bien de quel sujet on parle, à quelle audience, en quelle langue. Et donc, bon, je suis en particulier, l'une de mes tâches, c'est de valider les demandes de communauté chaque jour qui arrivent chez Worldline. Donc, juste pour info, les communautés Worldline sont au nombre de 600 environ. Au niveau Atos, on passe à 6-7 000, d'accord.
On a constaté un peu comme chez Orange qu'il y a eu une explosion des demandes de communautés au tout départ, et puis ensuite ça a diminué naturellement. Je veux dire qu'il y a un certain nombre de communautés qui se sont arrêtées. Il ne s'agit pas de créer tout le temps des communautés, il y a un mécanisme de nettoyage régulier du paysage qu'on mène, et les communautés qui sont dormantes plusieurs mois, on va les archiver progressivement. Donc la création de communautés sur le réseau social est modérée, de manière à ce qu'on identifie bien quel est le but de la communauté, à quoi elle sert, et que les gens, en regardant l'annuaire des communautés, aient une idée assez précise de ce qui se passe dedans. On a assez souvent des demandes sur communauté, trucs, et la description c'est pour partager de l'information. Alors vous imaginez ce qu'un collaborateur peut comprendre quand il voit une communauté avec une telle description. En ce qui concerne le multilangue, nous n'avons pas de système dans WikiWi qui va traduire automatiquement dans la langue du lecteur le texte qui a éventuellement été inscrit dans une autre langue par le producteur. Donc là, c'est encore l'avenir, ça pour nous. La langue commune de travail, quand on a besoin d'international, ça va également être l'anglais chez nous. Et donc on essaye de spécifier dans les communautés quelle est la langue ou les langues dans lesquelles on va s'exprimer dans la communauté. Et on essaye de faire passer comme bonne pratique que quand une communauté multilingue, on tag le poste de la langue dans laquelle il s'exprime. Vous avez posé, je prends la parole, puisque tant que je ne vois pas de main se lever, moi j'en profite. Vous avez posé une question tout à l'heure, Monsieur Decroix, je vous avais dit, puisque vous vous occupez de ces solutions sociales et collaboratives au niveau d'un groupe mondial, et que vous en avez la responsabilité sur ce groupe mondial, est-ce que la formation de ces communautés, transversale, crée une interculturalité? Est-ce qu'il y aurait une nouvelle culture de l'entreprise née de cette interculturalité, du fait qu'on peut communiquer par des communautés transnationales comme les groupes sur des questions particulières? Est-ce que ça peut créer quelque chose que ne créerait pas, par exemple, le fait de se retrouver en séminaire sur un sujet, par exemple? Oui. Une nouvelle culture d'entreprise. Une culture, c'est assez vaste de dire ce qu'est une culture d'entreprise. En fait, toutes les entreprises, et Worldline ne fait pas différence dans ce domaine-là, sont issues de multiples fusions. D'ailleurs, on a une prochaine fusion puisqu'on vient d'annoncer l'acquisition d'une société hollandaise qui s'appelle Equens avec 1300 collaborateurs qui vont nous rejoindre au mois de juin. Voilà, donc on a également une problématique d'accueil et d'intégration au mieux possible de nouveaux collaborateurs. Et donc une culture d'entreprise en tant qu'habitude de fonctionnement, ça va prendre énormément de temps à se faire. Par contre, il y a une caractéristique de l'utilisation des réseaux sociaux d'entreprise qui est plutôt le changement de comportement, et on peut parler d'une caractéristique culturelle qui est de s'exprimer de manière ouverte et relativement librement dans un environnement le plus ouvert possible. Et là, le fait ce mode-là, effectivement, est un peu spécifique des réseaux sociaux d'entreprise, tel que je le conçois. Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'il y a des gens qui vont communiquer entre eux parce qu'ils cherchent une information, ils cherchent à partager de l'expertise, etc., qui ne l'auraient pas fait autrement, du fait de ce système, de la facilité du système. Une fois qu'on a franchi le blocage je vais m'exprimer dans un espace ouvert, on va penser ça et ça de moi, que j'y connais rien sur tel sujet, par exemple. Oui, effectivement, on constate ces comportements. Et est-ce qu'on choisit de s'inscrire à une communauté? Ou est-ce qu'on est d'emblée parce que la thématique de la communauté implique qu'il y ait telle et telle fonction? Alors, il y a deux façons de devenir membre d'une communauté. C'est soit d'être invité par quelqu'un et donc de rentrer dans la communauté par sorte d'invitation, soit du modérateur ou d'un autre utilisateur, ou soit par intérêt, parce qu'on a vu qu'il y avait de l'intérêt. Quand on cherche sur ce sujet-là et qu'on va rechercher dans l'annuaire des publications ou des communautés qu'est-ce qui parle de ça, et on va décider de rejoindre la communauté concernée. À ce titre-là, d'ailleurs, je souhaitais souligner comme bonne pratique ce qu'on utilise au niveau de Worldline, en tout cas, et même Atos, pour attirer nos collaborateurs vers les communautés. Nous utilisons toujours des flash mails. Et donc, avant, on avait
une politique de diffusion de l'information en mettant tout le contenu dans l'email. Il n'y avait pas de réseau social d'entreprise. Donc quand la DRH envoyait le nouveau plan, le nouvel accord société avec toutes les clauses de prise de congé, etc., c'était en clair dans un email où ça renvoyait vers l'intranet. Aujourd'hui, on a mené un travail pour envoyer un flash mail avec une image, un titre et un lien, pas plus. Donc on utilise toujours l'email comme vecteur pour continuer d'attirer les gens qui ne sont pas encore venus vers le collaboratif. Et donc le lien, évidemment, c'est un lien vers notre réseau social d'entreprise qui s'appelle Zen, en fait, j'ai oublié de le mentionner. Donc qui signifie bien quelque chose de pas stressant par rapport à l'environnement de travail, et puis qui signifiait aussi, ça c'est un clin d'œil, Zero Email Network, qui donc était le programme de diminution des emails chez Atos. Et ça marche? Ben oui, disons que les communautés qui sont les plus actives aujourd'hui, puisque nous maintenons des statistiques de santé des communautés, donc il y a 5 critères d'activité qui permettent de déterminer le niveau de santé et d'activité d'une communauté, les meilleurs étant notés donc 5 et les plus mauvaises 0. Et les communautés qui sont les plus actives sont celles de la DRH, à la fois la communauté formation DRH dans laquelle les ressources humaines annoncent les nouvelles formations et relancent pour les inscriptions, pour les formations qui manquent d'inscrits, etc. Et puis à la une de la DRH qui est également la communauté où la DRH annonce les flashs informations concernant les congés, etc. Donc vous imaginez que c'est un sujet d'intérêt pour tous les collaborateurs, combien on a de RTT en 2016 par exemple. Et donc le fait de publier ça sur le réseau social d'entreprise attire naturellement un certain nombre de lecteurs dans la communauté. Et ensuite, une fois qu'ils ont compris qu'ils pouvaient réagir et donc poser des questions dans la publication, je dirais la mayonnaise prend un petit peu plus naturellement, et donc ils ont le réflexe d'aller voir d'autres communautés et de commencer à réagir également dans d'autres communautés. À Grégory Carlin, je voudrais vous poser comme question en attendant. D'accord. Je termine ma question pour dire, vous enseignez, vous avez fait venir au master en particulier pour faire part de votre expertise dans le domaine de la GED et de la GED collaborative. Voilà, aujourd'hui, les réseaux sociaux se déploient aussi. C'est une façon de diffuser les documents, de s'informer. Il y a le problème de l'archivage, par contre, parce qu'on va archiver les documents. Enfin bon, comment est-ce que vous pouvez caractériser l'articulation entre ces solutions? C'est une question très intéressante, parce qu'on a toujours en fait cette question en tête dès qu'on essaye de poster quelque chose dans une communauté. Donc par exemple, quand je vois un article intéressant, je me dis toujours mais je vais poster, mais le post, mon fichier PDF, est-ce que je le mets dans mon réseau social ou est-ce que je le mets ailleurs? Et ça, c'est des vraies questions et c'est des vrais cas pratiques. Donc on va dire que pour de l'information plutôt volatile, qu'on va consommer une fois et qu'on n'en verra plus après, je le laisse en fait en tant que... J'utilise les bibliothèques de documents classiques en fait des réseaux sociaux, sachant que les bibliothèques documentaires, sur ces solutions, c'est quand même quelque chose de très léger. On peut avoir des fonctionnalités qui sont assez intéressantes de prévisualisation des documents, éventuellement d'annotation, mais on ne va pas beaucoup plus loin. Par contre, nous, on a bien aussi en interne chez nous une plateforme documentaire, une plateforme de collaboration en fait, qui est organisée par communauté, donc finalement on tombe sur notre sujet, où là-dedans en fait, on a bien en fait, notre référentiel documentaire qui regroupe par exemple des informations sur tout ce qui est lié à la formation, à la certification, tout ce qui est toutes les informations qu'un consultant en fait, aura besoin pour ses missions liées à une communauté. Et donc, comment est-ce qu'on travaille dans ce moment-là? Je dépose le document dans la bonne plateforme et après je fais un lien et j'en fais référence dans mon réseau social d'entreprise. C'est pour ça que je dis très souvent qu'on s'oriente très rapidement en fait, sur des solutions qui sont intégrées où il y a besoin de tout faire. Donc j'avais déjà fait en fait cette démo chez un client et on me voyait en fait finalement jongler entre deux outils. Et eux justement ils ne veulent pas avoir à jongler à deux outils et dire elle est où ma base documentaire, est-ce que c'est le réseau social, est-ce que c'est mon espace GED. Et on voit qu'on ne tient pas la route et si jamais quelqu'un se pose la question, vous êtes sûr que d'autres personnes vont se la poser.
Donc on retombe bien après en rebelote sur, en fait, sur une problématique de pertinence, de savoir où est-ce que je classe mon information, comment je peux la retrouver le plus facilement.